Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Nous sommes à Tamatave, à Madagascar. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Cause Contraire. Cause Contraire, un programme pour essayer de trouver des voix qu'on ne pourrait pas entendre ailleurs, seulement ici, parce que c'est ça les causes contraires. Et Jean-Marie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire la ville de Lussas pour toi et quels sont les états généraux, de nous expliquer cette partie de ta vie qui est composée par ces deux programmes et cette ville. D'accord. Alors, déjà, c'est pas une ville, Lussas, c'est un village. Donc, c'est 1000 habitants et un village rural, principalement agricole, mais pas seulement. Et donc, dans ce village, qui est mon village, je suis né dans ce village que je n'ai jamais quitté, avec des copains et avec des personnes, des amis venus d'ailleurs. On a petit à petit bâti un festival de cinéma. Et puis ensuite, on a mis en place une école en lien avec l'université, un master. On a mis en place des résidences d'écriture pour accueillir des auteurs de films documentaires de création. Le but étant de créer un lieu, une cité documentaire au sens socratique du terme, au sens grec du terme, c'est-à-dire un lieu où le documentaire crée le débat, stimule la pensée et est un outil de représentation du monde qui documente le monde. C'était quelle année? Alors la création des États généraux, c'est en 1989, donc c'est il y a 27 ans. D'accord. Donc, mais c'est pas pour tout type de cinéma, c'est pour les documentaires. Alors, tout ce qui tourne autour des activités de ce village documentaire qui est devenu Lussas concerne un aspect bien particulier du documentaire, c'est ce qu'on appelle le documentaire d'auteur, le documentaire de création. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un style, c'est une nature de film qui ont le mérite de considérer que la forme, comme le fond, c'est une vision du monde. Et donc tout tourne autour de ces œuvres, de leurs auteurs et de la réflexion autour de la fonction de ce film dans la société, dans les sociétés contemporaines. Et en gros, parce que là on arrive au sujet, est-ce que tu pourrais nous dire, ce qu'on voit à la télévision, ce sont des documentaires ou ce sont des reportages? Comment on pourrait faire la différence? Aidez-nous, ceux qui regardent, nous qui regardons la télévision, à ne pas dire gratuitement « Ah voilà, j'ai vu un documentaire ». Alors, la différence documentaire-reportage et au sein du documentaire, la différence entre un documentaire d'auteur, de création et un documentaire de flux, un documentaire formaté. On va partir d'abord de la différence qu'il peut y avoir entre le documentaire et le reportage. Fondamentalement, ils appartiennent à deux maisons différentes. Le reportage appartient à la maison de l'information, de la communication. Il a pour mission celle du journaliste souvent, c'est-à-dire d'investiguer, de faire une investigation sur une question. Et il part toujours de cette hypothèse qu'il y a un réel objectif, ou en tout cas on va partir de ça, et que le regard du journaliste doit rendre compte des faits, rien que des faits, que les faits, et que pour ça il faut faire un travail objectif de croisement des témoignages. Le journaliste est donc quelqu'un qui, au demeurant, dans son métier, est quelqu'un qui va chercher à rendre compte des faits objectifs, ce qui s'est déroulé. Un peu à la manière d'un juge ou d'un enquêteur policier, il y a quelque chose d'assez proche dans la mission des uns et des autres. On est donc dans l'investigation pour
révéler ce qui s'est réellement passé, le vrai, voilà. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il y a une absence de point de vue. Mais le point de vue vient après. C'est ce qu'on appelle le journalisme d'opinion ou le point de vue, mais après avoir exprimé les faits. Dans le documentaire, la position n'est pas du tout la même. On n'est pas dans l'information et la communication, on est dans l'art, lié à la grande histoire du cinéma et maintenant l'audiovisuel de création. Et dans l'art, on ne part pas d'une hypothèse d'objectivité, on part d'une hypothèse de totale subjectivité. C'est que celui qui regarde ou celle qui regarde est dans un point de vue, est constitué d'un regard qui est le sien, qui ne ressemble à aucun autre. Et donc on n'est pas dans la création, on n'est pas dans la communication, on est dans la création. Donc dès le départ, s'il y a un fait, le documentariste, son objectif, c'est dans les films d'avoir autant une part d'imaginaire qu'une part d'investigation. Voilà. Alors, après, ça se traduit comment? Ça se traduit dans le reportage, on entend beaucoup la voix du journaliste. Dans le documentaire, on peut avoir un documentaire où il n'y a aucune voix du créateur. Il peut être dans son film, il peut ne pas y être, mais il peut y être. Le journaliste, lui, ne va jamais utiliser ce qu'on appelle des métaphores ou des moments poétiques. Le documentariste va en permanence utiliser les métaphores, va travailler sur le climat, l'ambiance émotionnelle, va avoir recours à la musique, à tous les outils du cinéma, l'écrit, la musique, l'image, pour créer un climat poétique autant que un objet qui documente. Alors parfois, les films, le reportage et le doc se retrouvent proches quand il s'agit de ce qu'on appelle, non pas du documentaire d'auteur, mais du documentaire d'investigation, où là, Documenter des dossiers. Documentaire dossier, dit aussi ça, voilà. Où là, la frontière est plus floue, même si ce qui les réunit, c'est l'investigation, ce qui les réunit aussi, c'est de ne pas mettre en péril la vie des gens. Donc il y a une éthique commune, mais voilà. Donc c'est certains films qui sont un peu frontières, mais on voit très vite qu'il y a quand même souvent, même quand les esthétiques se ressemblent, ce qui encore une fois est peu fréquent, la grande différence quand même, c'est que d'un côté on a un réalisateur ou une réalisatrice qui dit ce qu'il fait, et de l'autre côté on a un journaliste qui fait lui un papier qui fait un travail avec relativement peu de temps. Peu de temps pour l'écrire, voilà, en amont, peu de temps pour le tourner et peu de temps pour le monter. Le documentariste, il prend beaucoup de temps pour réfléchir et faire la recherche, beaucoup de temps pour tourner, beaucoup de temps pour monter. Donc à la fin, ça donne des objets quand même très déséquilibrés, même quand ils se rapprochent au niveau des styles. Ce qui fait que d'un côté, il y a le reportage, de l'autre côté, il y a le doc, et le doc est plus proche, paradoxalement, de la fiction, du cinéma de fiction, que du reportage. Sauf que les gens ne comprennent pas parce que dans l'un comme dans l'autre, c'est des images dites du réel, où il n'y a pas d'acteur. Et donc les gens se disent, s'il n'y a pas d'acteur, c'est du reportage. Non. Non. On parle en documentaire souvent de personnages, on parle de casting, on est dans une terminologie qui est souvent proche de celle de la fiction. D'accord. Voilà. Donc, je pense que tu es satisfait de la quantité de reportages qu'on a à la télé, mais peut-être pas avec la quantité de documentaires d'auteurs. Il n'y a pas de documentaire d'auteur à la télé. Et tu penses que c'est important que les télés du monde commencent à diffuser des documentaires d'auteurs? Les télés ou les plateformes ou le net, moi j'ai une certaine déception par rapport aux télévisions. Je pense que le fait qu'elles soient toutes rivées sur leurs résultats le lendemain matin fait qu'il y a une pression de résultats et que les télés veulent montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Alors voilà, ce que les gens aiment. Alors que le documentaire, ça part de l'hypothèse, c'est qu'on montre des choses aux gens qu'ils peuvent aimer, qu'ils pourraient aimer. Mais
Voilà, c'est toute la différence entre je montre ce que j'aime, c'est-à-dire je montre toujours la même chose, ou alors je montre des choses tout le temps différentes dans lesquelles les gens vont être surpris. C'est la fonction de l'art, c'est-à-dire ne jamais montrer les choses identiques, toujours des objets différents, et ces objets ouvrent les yeux sur d'autres possibles, d'autres réalités, d'autres formes, et c'est changer le regard qui compte. Pour ça, tu penses qu'on a commencé le processus, tu sens que les télés vont se développer vers ce type d'exigence, ou tu le vois carrément parce que c'est plus facile, hein? Si tu projettes, si tu diffuses, c'est que les gens veulent voir. Mais l'autre démarche est plus exigeante. Est-ce que tu penses que c'est déclenché, ils ont commencé? Le problème de l'exigence, il est toujours le même, c'est que si c'est exigeant, ça a moins de succès, c'est plus difficile, il faut plus travailler, il faut être déterminé. Mais je crois à la détermination des gens dans le champ de l'art et dans le champ du cinéma à se battre pour que ce genre existe et sa place et soit un contre-regard en général par rapport au flux télévisuel et à la société du spectacle en général, même s'il y participe. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter 2-3 films documentaires qui ont marqué ta vie? Oula. Juste 2-3. Hein? Oui, ça c'est la question qui tue. Il y en a plusieurs. Hein. Alors après, quand j'étais jeune, j'ai été marqué par le film Woodstock, qui est un film réalisé par plusieurs réalisateurs, dont Scorsese, et qui est la mise en image du grand concert de Woodstock qui a marqué musicalement et au-delà même toute une génération et plusieurs générations, et qui était une sorte d'apogée de ce qu'était l'identité nouvelle de la jeunesse monde en rupture, en contestation avec la musique dans les années 70, au début des années 70. Donc ça, c'est un film, quand j'avais même pas 20 ans, qui m'a effectivement marqué, dans le sens où il a changé je me suis dit, tiens, ça, c'est ma génération. Ça, c'est nous. On est comme ça, quoi. Donc, tout d'un coup, j'avais accès à des musiciens que dans mon village ou dans ma région, auxquels je n'avais pas accès. Et puis, accès aussi, c'était la contestation de la guerre du Vietnam, à un espace comme ça de contestation, et dont je me sentais très proche, quoi. Donc, il y avait une communauté d'esprit qui se créait via ce film. Ce film a été diffusé à la télé, tu l'as vu à la télé? Tu as eu accès au cinéma. D'accord, très bien, les salles de cinéma. Ouais. Un seul film? Non, il y a pour nous beaucoup partager de films. Non, il y a beaucoup de films. Il y a par exemple le film de Pélékian, Les Saisons de Pélékian, un film magique, qui est un film qui doit faire 30-35 minutes, et qui est une espèce de poème comme ça en noir et blanc, fondé sur le mouvement, sur une espèce de rapport comme ça très allégorique entre l'homme et la nature. Voilà. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Après, il y a beaucoup de films. C'est cette fameuse question, si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous amèneriez comme livre? Moi, j'amènerais des documentaires. En tout cas, du cinéma. Pas forcément exclusivement documentaire. Mais Et une fiction qui t'a marqué? Il y en a des tonnes. Hein. Il y en a des Juste tonnes. une. Et comme ça, les gens qui regardent, c'est cause contraire magnifique, c'est cause contraire historique, parce que tu as à voir ici, pour pouvoir te poser des questions, c'est vraiment un événement. Et non seulement pas pour moi, mais vraiment pour les gens. Alors, une fiction pour que les gens qui sont en train de regarder puissent aller chercher ce film. On a eu 2 documentaires, Woodstock et Les Saisons de Pélékian, et une fiction. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, ça va. Je suis sûre qu'après l'entretien que tu as fait, on va comprendre.
Une fiction. Une fiction, bon, ça peut être aussi bien un film de Fellini que de Visconti, c'est-à-dire ou que de Pasolini. Donc j'irai plutôt dans le cinéma italien. Et je vois. Et j'irai voir Acatone de Pasolini ou le Decameron. Ou alors, mais le Decameron, c'est. Non, plutôt j'irai voir les Mille et une nuits de Pasolini plus que le Decameron. Sinon, Fellini, j'irai voir quelques séquences de Rome, qui est un film incroyable, ou du Satyricon, aussi un film incroyable. Enfin, incroyable. Ou passer voir un cri et chuchotement de Bergman qui m'avait beaucoup marqué, ou des films beaucoup plus de ciné-club que j'ai découvert quand j'étais au collège, comme Quand passent les cigognes, un film russe de l'époque. Voilà. C'est des films comme ça qui sont des films en fait, avec la vie et l'âge, si on découpait la vie en années, ce qui est en général le cas, puisqu'on a 30, 31, voilà, ben, chaque année s'inscrit dans un moment de ta vie et où il y a des choses qui arrivent, des films que tu vois, et donc il faudrait que je regarde quand j'avais 32 ans, quels ont été les films de l'année, quand j'avais 36 ans. Non, c'est pour ça que je posais la question dans ta vie. Mais bon, dernière petite question insulaire. Oui. Et tu avais dit, et je suis étonnée, on n'a pas de film documentaire de l'île Maurice. Oui. Est-ce que tu penses que le monde a besoin de documentaires sur l'île Maurice? Moi, je pense que le monde a besoin d'un regard sur lui-même, que les populations ont besoin, pour savoir qui elles sont, d'avoir des films qui leur envoient et fait miroir ce qu'elles sont. Et des populations, des peuples ou des sociétés qui ne font pas de films sur elles-mêmes sont des sociétés qui ont un problème de regard et de conscience d'elles-mêmes. Et ce ne sont pas forcément des sociétés qui avancent, en tout cas si elles avancent, elles se transforment, elles n'ont pas forcément conscience d'elles-mêmes. Et le documentaire, une de ses grandes fonctions, c'est d'une part d'inscrire la mémoire des peuples, pour savoir d'où on vient, qui on est. Donc c'est le cinéma de la mémoire, et d'autre part, il est un regard sur nous-mêmes qui nous aide à voir nos contradictions, à voir les enjeux contemporains, à en même temps voir la vie dans sa dimension poétique et vivante. Donc bien sûr que les Mauriciens qui ne font pas de films sur eux-mêmes sont amputés d'une partie d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve qu'à l'époque où on est, qui est quand même le siècle de l'image, puisque les écrans envahissent tout, et les images prennent le pas sur l'écrit, pour une bonne part, c'est vital de produire des images intelligentes, des images qui pensent le monde. Sinon il y a une perte de civilisation, et il y a même, je pense, un danger à terme à laisser le champ uniquement aux images spectaculaires, aux images gueules, aux images de guerre, et ça, je pense que c'est dangereux. Donc le documentaire a une fonction, une vocation historique, et c'est un élément de civilisation fondamental qu'on sous-estime totalement aujourd'hui, qui sera réestimé et sûrement réévalué dans 50 ans. Mais là aujourd'hui, c'est incroyable parce que l'aveuglement et le peu de conscience, c'est que les sociétés ont des images qu'elles produisent. On laisse juste les rapports de force commerciaux s'installer, ou les rapports de force comme ça, du spectaculaire vis-à-vis du moins spectaculaire à l'emporter. C'est stupide. De l'immédiateté sur le long terme. Le documentaire, c'est l'invention d'un regard distancié, où le temps immédiat n'est pas forcément celui qui doit faire le son. Il faut prendre la distance, et le doc permet ça. Donc voilà. Ouais, donc, mauricienne, le message est là. Il faut faire des documentaires sur nous-mêmes. Et sur les autres. Et sur les autres. Si on a l'occasion, la chance d'avoir accès à une autre communauté, les Malgaches, les Comoriens, les Réunionnais. Les Sibériens, les Africains, c'est plus loin, tout à fait. les Colombiens, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
faut y aller. Merci beaucoup Jean-Marie. C'est Merci à toi. très bonne continuation avec tous tes grands films et avec ce travail et des contaminations mondiales vers les documentaires que tu fais en Amérique latine, en Afrique et heureusement aussi dans l'océan Indien pour qu'on puisse avoir l'occasion. Qu'on fait, parce que je ne suis pas tout seul, on est nombreux Tout à quand fait, même. tout à fait, c'est en équipe. Je veux bien être C'est en équipe, l'un, mais pas le. Ok. Bon, ben Merci. salut, à tout à l'heure. On va au Tung. Merci. Merci Jean-Yves.